Comme vous, il est entrepreneur. Il est lyonnais également. Il travaille dans une banque juste après son bac. Il a un chagrin d'amour. Il plaque tout. Il part aux États-Unis. Et c'est là où il va apprendre la musique au Berklee of Music College. Il revient et quand il revient, il est prêt. Il est prêt pour constituer sa première formation de jazz. Il est prêt pour rencontrer un peu plus tard Liane Folly, avec qui il va entrer dans la variété pop populaire. Il est prêt également pour lancer son label. Il est prêt pour se déployer. C'est un entrepreneur. Il a fondé sa start-up il y a quelque temps à peine. Il est éclectique, vous le connaissez. Il est cultivé. Il est intelligent, il est humble, il est drôle également. Il adore les femmes, c'est vrai. André Manoukian.
Merci beaucoup. Je suis toujours très ému quand je joue du piano tout seul devant vous, parce que j'ai l'impression d'être tout nu. Je me suis tellement caché. Non. Je me suis tellement caché derrière les chanteuses. Ce qu'il y a de bien quand vous accompagnez une chanteuse, c'est que tout le monde regarde la chanteuse. Personne ne regarde le pianiste. La chanteuse, elle arrive, fond de scène. Ici, il y a le batteur, bam, bam, bam. Alors les cymbales, ça l'effraie, tout ça. Elle va se réfugier près du guitariste. Le guitariste, lui, regarde les meufs qui va essayer de pécho après le concert. J'ai dit qu'il va essayer de pécho. Alors du coup, elle va vers le sax, il fait la même chose. Du coup, elle va se réfugier ici, dans la courbe psycho-érotique du piano. Elle se cale les reins bien, le son arrive, elle se retourne, elle regarde le pianiste, il est mort. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de ma vie en 15 secondes. Pourtant, quand j'étais petit, c'est ça que je voulais faire. Je disais, quand je serai grand, je serai pianiste de jazz. Comme ça, je jouerais dans un bordel. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais juste entendu dire que c'est dans ces établissements qu'a été élaborée cette musique que j'aime autant. Franchement, le chant, je ne faisais pas la différence entre Stevie Wonder et Sheila. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt. J'étais juste intéressé par les gammes diatoniques, les gammes pentatoniques, les harmoniques. Alors, c'était que des noms qui terminaient en ic, mais le chant, j'en avais rien à secouer. Jusqu'au jour où, par hasard, je tombe sur une chanteuse dans un studio d'enregistrement. J'ai 20 ans et des brouettes, c'était il y a bien longtemps. Je suis lyonnais, comme Thierry vous a dit. Et à Grenoble, j'avais trouvé une section de cuivre, 6 lascars, waouh, qui vous envoyaient des contrutes plein la figure. Alors, des trompettistes grenoblois, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire montagnards, avec des grosses cuisses bien poilues, des poumons comme ça. Et c'était génial, on faisait une musique entre le funk, la soul, le jazz. On avait 20 piges, il y avait des doubles croches dans tous les sens. Alors on enregistrait au-dessus de Grenoble, dans un studio d'enregistrement qui avait été fait dans une vieille ferme. Ça sentait bon le salpêtre, le moisi, la transpiration, la vieille clope, enfin des odeurs bien viriles. Et tout d'un coup, au milieu de toutes ces odeurs, un parfum. Je me retourne et là, je vois une jeune fille d'une beauté extraordinaire. Elle avait une coiffure afro, sublime. Elle passe dans le studio. Elle ne nous regarde pas et elle s'en va. Je me retourne, je dis au patron du studio, c'est qui l'apparition qui flottait dans l'espace, là? Il me dit, elle, c'est une chanteuse. Elle est venue voir s'il n'y avait pas du boulot pour elle en studio. Une chanteuse? C'est à ça que ça ressemble, une chanteuse? Mais dis donc, c'est vachement joli, les chanteuses. Ce jour-là, on était tous en train de s'engueuler. Il n'y avait rien qui marchait. Parfois, quand vous vous retrouvez dans un studio, la magie n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on a le syndrome du red button, le bouton rouge. À partir du moment où vous savez que ça va être enregistré, vous essayez de faire tellement bien que du coup, vous faites pas bien, parce qu'on est un peu pris dans cette angoisse-là. Il y avait un solo à faire, le morceau, c'était moi qui l'avais fait. C'était pas terrible ce que je faisais. On essaye le guitariste, c'est pas terrible. On essaye le trompettiste, c'est pas terrible. On essaye le sax, c'est pas terrible. Au bout d'un moment, moi je dis, hé les gars, et si on essayait la chanteuse? Les Grecs disent que la chance, c'est attraper un cheveu dans le vent avec 2 doigts. Elle est vachement bien, cette définition de la chance. En réalité, ça veut dire que la chance, ça se travaille, ça s'anticipe. On crée les conditions pour que l'événement heureux arrive. C'est ça. La chance, ça se provoque. Attraper un cheveu dans le vent avec 2 doigts, vous imaginez? Déjà, la patience qu'il faut avoir. Et puis, il faut repérer un couloir à cheveux, c'est pas évident. Et puis, il faut être là, aux aguets, pendant des heures, des jours peut-être. Le regard dans une seule direction, les muscles prêts à jaillir, bandés. Le prochain cheveu qui passe dans le vent, je chope avec 2 doigts. Il y a des gens qui voient passer des touffes de poils devant eux et qui ne réagissent pas. Ce jour-là, j'ai attrapé ma chance. J'hésitais 5 secondes de plus, elle se barrait, je passais à côté de ma carrière, ce soir, je n'étais pas devant vous. Je recommence. J'hésitais 5 secondes de plus, elle se barrait, je passais à côté de ma carrière, ce soir, je n'étais pas devant vous.
Vous mettez du temps, mais... Elle revient, je lui mets un micro, je lui dis, improvise. J'ai rien, j'ai pas de partition, j'ai pas de parole. Enfin, maintenant que j'y pense, j'étais super gonflé. Parce que ma première chanteuse, j'en ai vu des casseroles depuis. Je pense que la probabilité pour qu'elle chante bien, elle était encore plus ténue que celle qui a fait tomber une crotte de pigeon sur l'épaule de François Hollande pendant la manif pour Charlie. Vous vous rappelez de ce moment ? On était derrière nos écrans, là, partagés entre la rage absolue et la tristesse. Il va pour embrasser les survivants de Charlie. Ils avaient des bandeaux dans les cheveux. Au moment où il se penche sur Patrick Pelou, paf! Du coup, l'autre, il fait... il n'ose pas lui dire, mais simplement, il dit « Je ne vais pas vous embrasser tout de suite ». L'autre, il ne comprend pas. Il va vers l'autre. L'autre, il fait « Non, moi non plus ». Et ils ont commencé à choper le fou rire. Mais c'était trop bon de voir ça. En fait, ça, c'est la définition de l'humour. Bergson dit que l'humour, c'est le petit pas de côté qui transforme le tragique en comique. Ce soir-là, il nous a gâtés. Merci François pour ce moment, merci. J'en étais où, moi ? La chanteuse. Je lui mets un micro et je lui dis, vas-y. Et moi, je suis dans la cabine. C'est une histoire vraie. Elle commence, et là, incroyable, miracle, une voix de mezzo. Alors, les voix de mezzo, c'est les voix de femmes graves. Depuis ce jour-là, chaque fois que j'entends une voix grave qui chante, ça me fait transpirer de la moustache, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai un début d'explication logique. Quand on est dans le ventre de nos mamans, on entend tous les sons, mais filtrés. C'est-à-dire qu'on n'entend que les basses. Et du coup, moi, je devais penser que ma mère avait la voix de Rita Hayworth. Quelle déception quand je suis sorti, qu'elle m'engueulait dans les suraigus. Bref, elle commence dans le bas, tout à l'impro. Le morceau, elle l'a écouté une seule fois, tout à l'oreille. Elle monte dans les accords, elle se faufile dedans, elle est dedans, elle est dehors. Vous savez, vous rentrez dans l'harmonie, mais vous sortez dans l'harmonie, vous créez une tension, elle revient, mais elle nous balade comme ça. Et à la fin des 32 mesures qui lui sont imparties, encore une fois sans partition, elle finit par un contre si bémol de l'espace. Mais moi, j'étais là dans la cabine, mais transfiguré. Mais les poils au garde à vous, les cheveux au garde à vous, enfin tout au garde à vous. Mais révélation, épiphanie. La mélodie, je l'avais écrite moi, mais c'était la première fois que je l'entendais par le plus bel instrument du monde, la voix humaine. J'étais transfiguré, j'étais comme Saint Paul sur la route de Saint-Paul-de-Vence. Je suis rentré chez moi, je me suis mis à écrire des textes, je voulais qu'elle chante sur tous les titres, mais qui n'étaient pas du tout prévus pour être chantés. Et alors moi qui étais capable d'écouter une chanson 400 fois, sans pouvoir vous dire de quoi ça parlait, tellement je n'avais rien à péter des textes, je me suis mis à écrire des paroles d'une beauté. Il y avait un texte, je m'en rappelle encore, qui faisait comme ça, « Baby, I love you, you love me, please come back ». Eh, mais vous vous rendez compte ? Ah ouais, non mais ouais. Mais vous vous rendez compte la puissance du truc ? Mais où j'étais allé chercher ça ? Je venais de découvrir le principe majeur de l'inspiration. La muse. Une muse, c'est génial. Vous tombez amoureux. Ah, ça marche pour les deux sexes. Hein. Il y a muse et il y a museau. On est d'accord ? Parce que parité, il ne faut pas déconner quand même. Hein. George Sand, elle avait son museau. Enfin bref. Donc, c'est quoi le principe de la muse ? Vous tombez amoureux d'elle. C'est un amour platonique, bien sûr. Même si dans platonique, il y a... Platon, merci beaucoup. Et alors, il se passe un truc hyper intéressant. Tout l'amour qu'elle vous inspire, vous lui renvoyez sous forme de création. Si vous êtes musicien, vous lui faites des symphonies. Si vous êtes peintre, vous lui faites des peintures. Si vous êtes écrivain, poète, c'est des textes. La muse, c'est le moteur idéal de la création. Picasso, Dali, Beethoven, Mozart, tous avaient des muses. Moi, parfois, il y a des jeunes compositeurs qui viennent me voir, ils me disent « T'as pas des tuyaux ?» Je dis « Mon gars, tu tombes amoureux.
C'est la meilleure source d'inspiration que tu puisses avoir. Tu mets la photo de ta chérie sur ton piano et voilà. Une fois, il y en a un qui m'a dit « Mais moi, je suis amoureux de personne. » Je dis bah, « Tu prends la photo de Roselyne Bachelot, tu la mets sur ton piano et ça va jaillir. » Bon, le gars, je ne l'ai plus jamais revu. Enfin bref, le seul problème de la muse, c'est que 9 fois sur 10, elle se transforme en sirène. Et là, ça devient super dangereux. Là, il faut s'attacher comme Ulysse au mât du bateau. Les Grecs, c'était génial, c'était que des symboles. Ulysse attaché au mât du bateau pour ne pas plonger dans l'eau de la libido. L'eau, c'est le symbole de la libido. N'importe quel psychanalyste de bas étage, il vous dira ça. Messieurs, si vous rêvez que vous faites de la pêche à la ligne avec votre voisine de palier, racontez pas ça à votre femme au petit-déj. Jésus qui marche sur l'eau, qu'est-ce qu'il nous dit, le gars? Il nous dit, vous avez vu comme je la maîtrise, moi, ma libido? Moi, j'ai jamais su marcher sur l'eau, j'ai toujours plongé. Alors, il y a un moment où la chanteuse, elle s'en va, elle vous quitte. Et c'est normal. Le coup du Pygmalion, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, elle veut vivre sa vie par elle-même, sa vie artistique. Elle veut se dire qu'elle est capable aussi d'être un peu désinvestie du désir de quelqu'un et pour avancer. Voilà. Sauf que le problème, c'est que quand la chanteuse quitte le compositeur, elle coupe le cordon ombilical avec une hache rouillée sans anesthésie. Je suis allé voir le docteur, j'ai dit « Docteur, j'en peux plus ». Il m'a dit « Mais vous allez où comme ça? Vous tombez amoureux, ça vous inspire, vous écrivez. Elle vous largue, vous êtes super malheureux, mais ça vous inspire, vous écrivez. Vous retombez amoureux d'une autre, ça vous inspire, vous écrivez. Oh !» Je dis « Mais docteur, je ne sais pas faire autrement, c'est mon modèle. » Il m'a dit « Changez de modèle. » J'ai dit « Mais quoi ?» Il m'a dit « Mettez votre libido dans votre piano. » J'ai dit « Mais ça fait mal, docteur. » Il m'a dit « Essayez. » Vous avez vu tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai mis les doigts dedans. Ah, mais non, mais attendez, c'est pour avoir un autre son. Regardez, je joue un Do. Maintenant, je joue le même Do simplement en posant mon doigt sur la corde. Et j'ai un son très doux, différent. C'est la première fois que je l'entendais, ce son, j'ai dit, c'est génial. On dirait un oud, vous savez, ce luth oriental. Je dis, bah voilà, c'est super, j'ai un nouvel instrument, quoi. Il m'a dit, allez-y. Si je vous raconte toute cette histoire, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'inspiration, c'est une sorte de miracle. C'est quelque chose qui ne se commande pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est provoquer les conditions pour que ça arrive. Et puis ensuite, il faut s'oublier et oublier tout ce qu'on a appris. Il vous l'a dit, Thierry, tout à l'heure, j'ai fait la Berklee School of Music, c'est une école d'improvisation, parce que je ne savais pas comment improviser. J'ai commencé le piano classique à l'âge de 6 ans. Et comme tous les gens qui ont fait du piano classique, eh ben, j'étais coincé du cul. Non mais c'est vrai, c'est terrible. Le paradoxe, c'est que quand vous étudiez le classique, vous jouez quoi? Vous jouez Bach, vous jouez Mozart, vous jouez Beethoven, vous jouez Chopin, vous jouez Liszt, tous ces gars que je viens de citer, et tous les autres qui étaient contemporains de ces gars-là, eux savaient improviser. Vous vous rendez compte? En réalité, c'était tous de furieux jazzmen. C'est-à-dire qu'ils savaient improviser. Il y avait même des battles entre eux. Mozart, Clementi, Schönbrunn, le palais impérial, l'empereur est là. Les gens pariaient. C'est là que les musiciens ils se faisaient de la thune. Et c'était hyper important pour eux. Et les gens, ils étaient hystériques. Imaginez Mozart et Clementi en train de se grimper l'un sur l'autre. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et le roi, il comprenait rien. Il disait, vous avez gagné tous les deux. Il faisait Jacques Martin, évidemment, l'abruti. Mais bref, ça rendait les gens fous. Beethoven, quand il apprend qu'il ne peut plus improviser, il écrit. Comme il était sourd, il écrivait. On a retrouvé dans ses carnets, quand il a compris qu'il ne pouvait plus faire ça, il s'est dit, je ne vais plus pouvoir donner des cours, c'est embêtant de donner des cours quand on est sourd, et je ne vais plus pouvoir faire de duels. Liszt, c'était le plus grand pianiste du monde. Il y avait un jeune gamin qui s'appelait Thalberg qui voulait le défier.
Il avait peur, Liszt, alors que c'était un virtuose. Finalement, la rencontre a eu lieu et tout le monde a dit, ben voilà, Thalberg est le meilleur pianiste au monde. Mais quelqu'un a rajouté, mais Liszt est le seul pianiste au monde. C'était une élève à lui. Il s'était tapé toutes ses élèves. C'est pour ça qu'il a fini curé. Bref, Bach, Jean Seb, notre Dieu à tous, convoqué un jour à la cour du roi Frédéric II. Le roi Frédéric II, on est en 1650, c'était le despote éclairé, ami des arts, copain de Voltaire, qui était fou de peinture, il avait fait venir tous les peintres italiens. Dans son orchestre, il avait Carl Philipp Emanuel, le fils de Bach. Et tous les jours, il lui demandait « Quand est-ce que ton père vient ? Quand est-ce que ton père vient ?» L'autre, il a la pression, il envoie des SMS à son père. « Papa, s'il te plaît, des boules, j'en peux plus. » Le roi me... Bref, un jour, le vieux Bach finit par arriver. Et là, Frédéric II le prend tout de suite et lui dit « Regardez !» Et il lui montre le premier piano forte. C'est quoi un piano forte ? C'est l'ancêtre du piano. Juste avant, vous avez des clavecins. Les clavecins, c'est le même principe, sauf que vous avez une corde avec un marteau, une mécanique, sauf que c'est un plectre comme ça qui pince, comme une guitare, qui pince la corde, d'où ce son aigrelet. Et M. Zilberman, facteur de piano, a l'idée, pour faire son clavecin un peu plus puissant, au lieu de mettre un plectre, de mettre un petit marteau au bout. Et voilà l'ancêtre du piano. Et du coup, c'est grâce à cette technologie-là qu'on va avoir plus tard des virtuoses comme Beethoven et tout ça. Si on était resté au clavecin, on n'aurait jamais eu tout ce répertoire. D'où l'importance de la technologie sur la musique. Mais bref, voilà Jean Seb qui regarde ce nouvel instrument et qui dit au roi « Putain, il est vachement bien ton nouveau synthé. » Mais c'est pas pour ça que le roi l'a fait venir. Le roi l'a fait venir parce qu'il se targue d'être compositeur et lui dit « Mon cher Jean-Sébastien, j'ai composé quelque chose et j'aimerais bien vous le jouer. » Et il sort sa flûte. Et voilà ce que le roi joue à Jean-Sébastien, un thème. Alors jusqu'ici, tout va bien. Arpège montante mineure, petite descente de sixte, romantique, super jolie. Et puis là, tout d'un coup, il fait ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça, c'est un chat qui marche sur un clavier. Ça, c'est le sergent Garcia qui se dégonfle quand il voit arriver Zorro. Mais on fait jamais ça, c'est une descente chromatique, c'est super moche. Jean Seb, super faux cul. Majesté, comme votre thème est beau. Puis-je l'éprouver ? L'autre, mais éprouvez, mon cher Jean-Sébastien. Et voilà ce que Jean-Sébastien va faire du thème du roi. Évidemment, Jean-Sébastien ne fait pas tout à fait ça. Mais c'était pour vous montrer, il va faire même beaucoup plus difficile que ça, il va improviser une fugue à 4 voix sur le thème du roi. C'est quoi une fugue à 4 voix ? Regardez, une mélodie, c'est comme une ligne qui monte comme ça, do, ré, mi, fa, vous voyez ? Eh bien, Jean-Sébastien, dans sa tête, il s'est fabriqué un système dans lequel il y a des miroirs partout. Ok, vous avez votre mélodie qui monte, là il met un miroir, et bim, la mélodie, elle descend en même temps. Ok, ce qui fait que vous avez ça maintenant. Là, il met un miroir, il renverse le truc. Il prend le tout, il colle, il copie, il superpose, il réduit, il augmente. Tout ça dans sa tête par automatisme. Ici, il joue une mélodie. Là, il joue le contrepoint de cette mélodie. La main gauche, il joue encore un contrepoint. Et au petit doigt, il fait des basses. 4 instruments différents qui dialoguent d'une manière permanente. Ça s'appelle la technique du contrepoint. Et c'est avec ça qu'il fait des fugues. Et il le fait instantanément.
Et en plus de ça, il dit « Majesté, votre thème était tellement beau, je n'ai pas pu exploiter toute sa beauté. Laissez-le moi et je vais en faire quelque chose. » Il va tenir parole. 2 mois plus tard, il lui envoie un recueil de partitions qu'il va appeler l'offrande musicale, un des chefs-d'œuvre de la musique classique occidentale. Tout ça composé à partir d'une bouse. Une bouse royale, certes, mais une bouse quand même. Vous imaginez le niveau? Alors du coup, c'est quoi un musicien qui improvise? Mais tous savaient improviser. Vous vous souvenez peut-être d'un film? Non, vous êtes trop jeune. Ah non. Tous les matins du monde. Hein? Ah, c'est génial ce film. Ça montre quoi? Un joueur de viol de gambe, on dit un gambiste, joué par Guillaume Depardieu. On est en 1650, il déboule et il va voir le grand maître qui est joué par Jean-Pierre Mariel, qui est retiré, qui est janséniste. Il voit arriver le gamin qui vient du showbiz et tout ça, il dit « ça m'intéresse même pas de te prendre ». Et l'autre il fait « je vous en supplie, donnez-moi des cours, donnez-moi des cours ». Au bout d'un moment, le vieux finit par craquer. Il lui dit, et ça c'est dans le film, « sors ta viole et improvise ». Il ne lui dit pas « joue », il lui dit « improvise ». Et l'autre, il dit « mais j'improvise sur quoi ?» Improvise sur l'air des Folies d'Espagne. C'est un air qui cartonnait dans le top 50 de l'époque. L'autre, il prend son violoncelle, sa viole de gambe, ancêtre du violoncelle, et il tape une impro magnifique. Tous les musiciens savaient improviser. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va désapprendre sciemment quelque chose. Le problème du temps où les musiciens savaient tous improviser, c'était qu'on ne jouait pas la musique des morts. On était tellement dans le progrès, on était tellement dans faire du neuf et du neuf et du neuf. On ne jouait jamais le même opéra dans la même ville. Imaginez, vous recevez quelqu'un de très important à dîner, vous mettez les petits plats dans les grands, la personne vient 15 jours plus tard, vous n'allez pas lui faire la même chose. Eh bien, on considérait que la musique, c'était la même chose. Donc, du coup, on avançait sans arrêt. Quand un compositeur mourait, il était complètement oublié. Jean-Sébastien, il est oublié 1 an après sa mort. Il va falloir attendre 80 ans pour qu'un certain Félix Mendelssohn retrouve des partitions de Jean-Sébastien et dise « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il avait une vieille tante qui prenait des cours avec le dernier fils de Bach. Il dit « mais c'est trop beau ça, mais on ne peut pas laisser ça comme ça ». Du coup, il convoque, on est en 1830, à Berlin, à la Sing Academy, ne confondez pas avec la Star Academy, 2 orchestres symphoniques, 3 chorales, et il fait jouer cette œuvre qui s'appelle La Passion selon saint Matthieu. Ce soir, faites-moi plaisir. Vous rentrez chez vous, vous mettez un casque, Deezer, Spotify, ce que vous voulez, La Passion selon saint Matthieu. Un verre de whisky, un pétard, ce que vous voulez, et vous allez voir, vous allez voyager. C'est une musique psychédélique. On dirait que c'est la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ça avait été écrit en 1650. L'autre dit, mais c'est pas possible. Donc on joue cette œuvre, et là, on s'aperçoit que effectivement, il y a peut-être des chefs-d'œuvre avant. Mais comment on fait? On va aller chercher où tous ces chefs-d'œuvre? On va aller chez les éditeurs, on va fouiller dans leurs caves, on va fouiller chez les particuliers. Et une fois qu'on a toutes ces partitions, on dit, mais on en fait quoi de ces partitions? On va les mettre où? Eh bien, on va les mettre dans nos écoles de musique. Et du coup, nos écoles de musique, on va les appeler des conservatoires. Ah, c'est pour ça qu'on les appelle des conservatoires. Moi, je me demandais toujours, mais qu'est-ce qu'on met en conserve là-dedans? Voilà. Donc, du coup, ça, c'est formidable qu'on ait du patrimoine. Sinon, on serait passé à côté de tous ces chefs-d'œuvre. Mais en même temps, 2 mouvements funestes. Le premier, dès qu'une partition est signée par une fille, on raye le prénom de la fille pour l'attribuer au mari ou au frère. Ça, c'est pas cool. Il n'y a aucune partition retrouvée de Marianne Mozart, qui était aussi bonne, aussi talentueuse que son frère. Deuxième mouvement funeste, on cesse d'apprendre l'improvisation aux musiciens. On leur dit maintenant, vous êtes là pour servir les génies du passé. En faisant ça, on leur enlève la moitié du cerveau. Un musicien, il a besoin de tout son cerveau pour composer. Et le paradoxe, on en arrive à cette situation absurde où moi, parfois, sur ma route, je croise des pianistes classiques immenses et parfois on nous demande de saluer ensemble parce qu'on a joué dans le même festival. Et les gars, mettez-vous au piano, faites un bœuf. Et les gars me disent, je suis incapable de faire une impro sur Au clair de la lune. Alors que tous les gens qu'il joue, lui, ces grands compositeurs, savaient. La musique aime pas qu'on l'enferme,
elle a traversé l'Atlantique, elle est devenue le jazz. Et c'est par des enfants d'esclaves africains qu'on a retrouvé en Europe et aux États-Unis la liberté d'improviser à nouveau. C'est quand même fou cette histoire. Moi, c'est pour ça que je me suis tiré à la Berklee School of Music. Moi, j'étais ici à Lyon, j'habitais en face du Hot Club. J'allais voir les pianistes qui jouaient, mais il aurait fallu des bottins entiers pour noter ce qu'ils faisaient. J'ai dit, mais comment ils font? Ils avaient des petits carnets, c'était marqué C7, F, G. J'ai dit, mais c'est quoi ça? De temps en temps, je prenais mon courage à deux mains. Tu veux pas me donner des cours? Mais ils savaient pas. Et alors, ils improvisaient, mais ils savaient pas expliquer. Une fois, il y en a un qui m'a dit, bois du whisky. C'était 10h du matin. Je me suis tiré là-bas et là-bas. Je suis revenu avec toutes les règles de l'improvisation qui sont simples. C'est comme un jeu d'enfant. Voilà. Donc, c'est quand même, vous pourrez remarquer deux choses. Et puis ensuite, je vais appeler mon museau à la rescousse. Thierry, le voilà, qui est là. C'est que, on a besoin de la tech, sinon on ne fait pas ça. Dans l'histoire de l'organologie, c'est pas un gros mot, c'est l'histoire des instruments de musique, on a toujours cherché à imiter la voix humaine. Alors après, au piano, c'est un peu plus compliqué parce que le piano est le seul instrument où entre le doigt du pianiste et la corde, il y a tout un, vous voyez, il y a tout un chemin, il y a toute une mécanique complexe. Prenez le violoniste, lui, il a l'instrument contre lui, qui résonne, coincé entre son épaule et son corps, qui fait caisse de résonance. En plus, avec son doigt sur la touche, il peut faire vibrer la note avec son archet. Il frotte, il pousse, il tire, il frotte. Excusez-moi, je m'emballe un tout petit peu. Le violoncelliste, c'est encore pire. Il a son instrument contre lui, dans son bas-ventre. Le trompettiste, l'instrument fait corps avec sa bouche, avec la langue. Il vise bien parce que si l'embouchure est trop haute, pas de son. Embouchure trop basse, pas de son non plus. En plus de ça, son instrument... Il y a des tuyaux, et parfois il y a de la condensation. Il a un petit clapet pour faire tomber la salive. Vous ne vous mettez pas trop près d'un trompettiste qui joue. Le saxophoniste, il lèche sa hanche pendant des heures pour assoupir. Moi, une fois, j'ai essayé de le lécher, lui, ça n'a rien donné. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on est sans arrêt confronté à deux choses. La technique de l'instrument lui-même que vous voulez rendre vivant, l'inspiration, c'est-à-dire se mettre dans un état pour que les choses arrivent, oublier tout ce qu'on a appris, parce que sinon vous faites que des gammes, et le dernier truc, se laisser aller dans une sorte de mystère, mais où c'est la rencontre avec l'autre qui va provoquer quelque chose. Parce que si on reste tout seul dans sa chambre, comme c'est le cas maintenant, avec l'ordinateur et tous les sons de la Terre, on ne va pas très très loin. Donc l'idée, c'est que tant qu'on est deux, tant qu'on peut se frotter à l'autre, va jaillir quelque chose qui va être supérieur à la somme des deux. C'est-à-dire que le tout, la somme des deux, 1 plus 1 égale pas 2. Là, je vous fais du Jean-Claude Van Damme, mais c'est important. 1 plus 1 égale 3. C'est ça la vraie équation. Mon cher Thierry, voilà, je vais me frotter à vous maintenant. André Manoukian. Je t'en prie. Ah, je vois que vous êtes attiré par la courbe psychoérotique du piano. J'ai bien compris que c'était la plus sensuelle de toutes. À retenir pour l'entreprise, la création peut être stimulée par l'autre. La création peut également être stimulée par une erreur. Il suffira qu'un génie ou une intelligence laisse l'erreur mûrir encore et encore pour qu'à un moment donné, par la grâce de beaucoup de travail, cette erreur puisse se transformer en une partition remarquable. Je retiens cela. Seul, c'est ma question, est-ce qu'un musicien vaut seul, sans l'autre? Non, ça peut pas marcher. Encore une fois, alors, après, cet instrument, j'allais dire, se suffirait à lui-même. Mais on est dans une grande... On va dire que le piano, c'est presque un orchestre avec 88 musiciens. Mais dans la démarche, d'apprentissage, il y a l'autre. Alors, souvent, dans les sociétés traditionnelles, on fait partie de dynasties de musiciens.
C'est le cas de Jean-Sébastien Bach, c'est le cas de Mozart, c'est le cas de Beethoven aussi. Ça veut dire que le papa est musicien, le grand-père est musicien. Depuis qu'on est enfant, on baigne, il y a des instruments de musique, on entend ça. Mais après, c'était la même chose avec tous les métiers. Il y avait les quartiers de boulangers, on appelle ça les corporations, les quartiers de tanneurs, les quartiers de bouchers. On épousait le métier du père. Donc, on va dire que à la base de l'éducation musicale, il y a cette chose familiale, l'enseignement. Votre père, c'est votre maître. Et ça implique des rapports assez particuliers. Donc ça, c'est le premier contact avec l'autre. Mais ensuite, je dirais, dans la pédagogie, premier truc, il faut, quand je suis arrivé à Boston, j'ai fait mon audition, le prof m'écoute et il me dit tu peux me jouer une partition? Alors je joue la partition, très bien. Ensuite, tu peux jouer une grille d'accords. Je fais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais du mal, je savais pas trop ce que c'était. Bon, ok. Est-ce que tu peux me faire une impro? Sur quoi? Sur un blues? Je fais ce que je peux. Et là, il me donne une grande claque dans le dos. Il me dit bravo, t'es un super musicien, on va faire du super boulot. Et quelle a été ma réaction à moi? Je me suis dit, ce prof est naze. Normal, nous on est français, on est d'accord? Je sors, tous les étudiants qui faisaient l'accueil me disaient « Yeah !» ils m'applaudissent. Je veux dire, le prof est naze et les élèves sont tous nazes. Donc je suis dans une école de nazes que j'ai payé la peau du cul, parce que c'est moi qui me la suis payé, la Berklee School of Music. Mon père voulait que je fasse tous les métiers, mais pas musicien. Je vendais des orgues dans les supermarchés. Je jouais la toccata et les petits loupards, ils disaient « Ouais, c'est génial, il joue la musique de Rollerball. » Enfin bref, vous voyez, je l'avais... Et je me suis dit, mais cette école est bidon, j'avais envie de pleurer. Heureusement que je suis resté et que je ne suis pas rentré. Le prof américain, lui, il voit le verre à moitié plein. Genre, ça, tu sais faire, c'est vachement bien, continue, ça va être ton truc. Le premier truc qu'il a, le prof, peut-être que les choses ont changé maintenant chez nous, et heureusement d'ailleurs, mais c'est de dire, chez le gamin, ça, c'est ton truc à toi. Et ton truc, c'est avec tes faiblesses aussi, c'est avec ce que tu... Voilà. Maintenant, le prof français, il fait ça, tu sais faire, ok. Ça, tu sais faire, ok. Ça, tu sais faire. Ah, ça, tu sais pas faire. Et là, il a un grand sourire. Mais c'est pas terrible, j'allais dire, d'avoir cette espèce d'essayer qu'on soit complètement universel, de toucher à tous les styles et tout. Enfin, voilà, c'était un peu la souffrance que j'avais moi ici, et tout d'un coup là-bas, vous trouvez des profs qui sont plus vieux, qui ne sont pas de votre génération, et qui vous disent « Vas-y mon gars, tu fonces ». La nécessité donc de l'autre ici du professeur, avec plusieurs choses. Le regard, la confiance, l'encouragement, il y a tout cela. Le public, il fait partie du musicien ou pas? Parce qu'on peut jouer seul pour personne. Mais quand il y a un public, est-ce que vous, quand il y a un public, vous jouez différemment? Ah mais bien sûr, mais on ne joue pas du tout pareil. En fait, je me suis toujours posé cette question. Et puis c'est Lacan qui disait, il était un peu feignant et ses séminaires, il ne les préparait pas. Lacan, ce grand psychanalyste, et quand il débarquait dans ses séminaires, il voyait devant, il y avait Picasso, Dali, Sartre et tout. Ça le mettait dans un état tel que du coup, il sortait des choses qu'il n'aurait jamais sorties si les gens n'avaient pas été là. Donc ça, c'est un truc. Et lui disait, le discours dépend de la personne à qui on s'adresse. C'est-à-dire qu'il est influencé dans l'état même, par l'état d'écoute des gens. En musique, je me suis souvent posé la question et après, j'ai réfléchi un petit peu et on est composé, on le sait maintenant, de 70% de liquide, ok? Après, ça dépend des régions, quoi. Ici, c'est plutôt du Beaujolais, mais chaque région a son truc. C'est quoi le son? C'est une vibration. Quand moi, j'envoie une vibration, quand un musicien envoie une vibration vers les gens, le public, eh ben, il y a un vrai truc physique qui se passe. On dit la musique crée des affects. Les affects, c'est quoi? C'est des transformations physiques du corps. Quand vous écoutez une musique, tout d'un coup, vous avez les poils au garde à vous, ou alors vous avez envie de pleurer, ou
si c'est Wagner, vous avez envie d'envahir la Pologne, quoi. Enfin, ça dépend de ce qu'on écoute. Ça peut être même un peu dangereux, quoi. Ça, c'était le mot de Woody Allen. Donc, nous, quand on joue, on entend les notes qui sont passées à travers vos corps. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que tout d'un coup, si on se met à bien jouer, moi je vous envoie un son, et si vous vous aimez, vous faites « Ah !» et du coup ce son me revient, et du coup moi j'en rajoute une couche « Ah !» et du coup ça revient vers vous « Ah !» Ah !» et là on est dans une spirale tantrique. Échange énergétique. Les amis, ça fait une demi-heure qu'on fait l'amour et vous n'en êtes même pas rendu compte. Je vous prends au mot, Non, non. Ah si, je vous prends au mot. Voici. Asseyez-vous, voici. Ce matin, Elsa Godard nous a dit ceci, je vous mets au courant. En réalité, parmi les personnes qui sont collaboratrices, collaborateurs dans une entreprise, vous en avez qui sont sérieusement engagés et d'autres sérieusement désengagés. Il semble que nous vivions une époque où il y a un désenchantement parfois. On vient bosser, mais c'est tout. La tâche, disait Elsa Godard, la tâche de la dirigeante ou du dirigeant, c'est de remettre du désir, de l'envie. Elle parlait de libido de l'entreprise, remettre du désir de façon à pouvoir créer une œuvre, cette œuvre permettant ainsi d'être fier d'abord du travail accompli, mais aussi d'aller de l'avant sur un projet commun. Comment on traduirait ça en musique? L'envie. L'envie, et là on parle d'un collectif, on est d'accord? Un collectif. Voilà. Alors déjà, l'expérience d'un musicien, quand on est face à une assemblée d'une foule de 300, 400 personnes, c'est qu'en réalité, on n'a pas 300 ou 400 personnes, on a un seul individu, on a un seul esprit. On appelle ça, dans des disciplines un petit peu, je dirais, spirituelles, un égrégore. Une assemblée provoque un esprit collectif. C'est pour ça que les gens se marrent comme un seul homme, c'est pour ça que les gens éprouvent les mêmes émotions ensemble. Donc on se rend compte de cette affaire-là. La musique provoque ceci. Il y a une expérience qui est très intéressante. On prend une planche de contreplaqué, assez fine, mais un peu rigide quand même, on la met sur 2 tréteaux et on pose 100 métronomes dessus, okay, des métronomes mécaniques. Okay, tac, tac, tac. On les règle tous sur la même vitesse, mais on les déclenche les uns après les autres. Vous imaginez la cacophonie? Ok. Eh bien, devinez quoi? Au bout de 2 minutes, tous les métronomes se mettent à battre en même temps. Et ça, c'est pas de la magie, c'est en réalité la planche de contreplaqué qui, étant assez fine, va épouser toutes les vibrations pour à son tour réagir, et à un moment donné, elle va imposer au métronome le même mouvement. Eh bien, c'est la même chose avec un collectif et avec, je dirais, une mayonnaise qui prend. Tout d'un coup, vous vous saisissez de l'esprit du collectif et vous faites en sorte que tout ça fonctionne comme un seul homme. Alors, on parle de l'esprit d'entreprise, on parle de l'esprit d'une équipe de foot, parce que c'est un collectif aussi. À un moment donné, il faut que les fortes individualités s'estompent pour servir l'esprit, mais l'esprit, en réalité, c'est au manager qui va se retrouver comme l'artiste de l'insuffler et de guider les gens et d'établir les conditions pour que cette énergie circule. Et là, je vais donner l'exemple peut-être un exemple très clair, l'exemple de la chorale. C'est quoi une chorale? Une chorale, c'est un lieu où on chante à plusieurs. Mais si vous chantez toujours à l'unisson, tous la même voix, bof. L'intérêt d'une chorale, c'est quand on chante des polyphonies. Et du coup, vous êtes obligé d'écouter la voix de votre voisin qui lui fait ça, alors que vous devez chanter ça. Et ensemble, ça va faire ça. Et il y a le troisième qui va faire. Et si je joue les trois? Mais pour que moi, je chante juste
je suis obligé d'écouter la voix de mon voisin qui chante une voix différente de la mienne pour m'accorder avec lui. Et c'est ainsi qu'on a, encore une fois, ensemble, un tout qui va être supérieur à la somme des éléments. L'exemple le plus beau pour illustrer ça, alors, petite parenthèse, excusez-moi, j'arrête pas de faire des parenthèses dans les parenthèses, mais le sujet de la chorale, il est super important. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les chorales modernes vont naître chez les protestants, chez Luther. Et c'est pas pour rien, c'est un peu pour protester contre un ordre établi, un ordre pyramidal qui faisait que les fidèles dans les églises ne chantaient pas. C'était une chorale d'enfants, voilà, le chapitre exactement. Et puis Luther, il dit, moi tout ça j'en ai marre, voilà, les indulgences, tout ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, c'est tous les fidèles qui vont chanter ensemble. Parce qu'on va se retrouver, il n'y a plus l'autorité du pape, mais il y a des petites assemblées qui vont fonctionner entre elles, qui vont reprendre leur destin en main. C'est le principe du fédéralisme qui existe en Suisse, qui existe en Allemagne. Mais du coup, dans ces petites assemblées, eh ben, on va pouvoir s'exprimer en écoutant la voix de son voisin. Et je pense que, comme sa religion s'est répandue par le chant, la démocratie moderne, c'est-à-dire décidée à plusieurs, elle est née dans les pays protestants, en Europe du Nord, parce que les gens savaient chanter ensemble. Donc c'est ça qui devient délicat pour un chef, c'est d'être à l'écoute je dirais, de ses équipes et en même temps de les diriger, mais d'une manière telle que les gens vont avoir le sentiment d'être associés aux décisions. J'aime ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est écouter la différence pour pouvoir m'accorder. Si je n'écoute pas la différence, je ne peux pas m'accorder. Remarquable comme expression. J'aimerais juste un petit morceau, donner envie. Allez. Moi ? Ça donnerait, si ça donnait, avec votre clavier, vous faites quoi pour nous donner envie ? Donner envie. Donner envie. Avec votre talent, ça fait quoi ? Envie de quoi ? Je sais rien, moi. Envie de se lever, envie d'écouter, envie de... Alors, dans un premier temps, être à l'écoute d'une assemblée, très bien. Dans un deuxième temps, le boulot du compositeur, c'est quoi ? C'est d'être à l'écoute des notes. Petit exemple, Quincy Jones, vous connaissez tous ce producteur remarquable qui a arrangé tous les albums de Michael Jackson. Pour ceux qui ne savent pas, il est afro-américain, c'est-à-dire qu'il est noir. C'est important parce que c'est un trompettiste qui est génial, qui a arrangé pour Count Basie, pour Frank Sinatra. Mais comme il est noir, dans les années 50 aux États-Unis, il n'a pas le droit d'écrire pour les violons. Les violons, c'était réservé aux Blancs. C'était comme ça dans l'Amérique ségrégationniste des années 50. Il a appris les arrangements de violon ici, chez nous, en France. Il est venu invité par Eddie Barclay, qui lui a fait arranger le premier album d'Henri Salvador, et il est allé voir une pianiste formidable, une prof qui s'appelle Nadia Boulanger, et qui a enseigné à Stravinsky, qui a enseigné à Piazzolla, Michel Legrand, qui vous voulez, il y avait les plus grands musiciens chez elle. Et lui, il arrive et lui dit, Nadia, je veux tout apprendre, je veux tout apprendre. Et elle lui dit, mais Quincy, il n'y a que 12 notes. Tu dois savoir ce qu'ont fait de ces 12 notes avant toi les musiciens depuis Monteverdi jusqu'à Ravel. Donc, on se retrouve avec 12 notes. Mais si je veux raconter des histoires, je me retrouve qu'avec 7 notes dans le système tonal, ok ? Vous la connaissez, la gamme, hein ? Vous pouvez même la chanter. Génial, en descendant. Oh, j'entends des talents de dingue, là. Génial. Donc, j'ai 7 petites notes. Si on m'avait dit, André, tu fais la gamme, moi, plutôt égalitariste, j'aurais dit même intervalle entre chaque note. On est d'accord. Vos enfants, vous les aimez tous de la même manière. Voilà ce que ça donne, une gamme avec le même intervalle entre les notes. C'est chelou, non ?
On dirait qu'il y a un mec qui va se faire couper en rondelles de saucisson dans Central Park par un zombie. En réalité, cette gamme, elle est très bizarre. Je peux rien raconter avec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Il y a juste un sentiment d'incertitude et justement qui va être illustré dans les musiques de films pour générer de l'angoisse. Si je peux raconter... Tous les intervalles sont identiques, il y a un sentiment d'incertitude. Ben oui, il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Poursuivez. Alors, si on peut raconter des histoires, c'est parce que dans notre gamme, il y a deux accidents. Entre Do et Ré, un ton, Ré et Mi, un ton. Entre Mi et Fa, un demi-ton. Fa, Sol, un ton, Sol, La, un ton, La, Si, un ton. Entre Si et Do, un autre demi-ton. Venez là, monsieur, avec la caméra, il est là. Venez, par-dessus mon épaule. Regardez. Voilà. Vous voyez, les deux accidents, non, on ne voit pas, c'est pas grave. Si, voilà. Voilà, les deux accidents, ils sont là, entre le Mi et le Fa, et entre le Si et le Do. Alors, du coup, le Si, on va l'appeler la note sensible. Le Si, c'est une note instable, parce qu'elle n'est qu'un demi-ton du Do. Voilà, le Si, il n'a qu'une envie. Si je l'écoute, le Si dit « je vais aller sur le Do, je vais aller sur le Do ». Ok ? Le Fa, lui, il a un demi-ton du Mi. Le Fa, il veut aller sur le Mi. Attiré comme un aimant. Ça, c'est de la physique. Ok ? Maintenant, si je joue Fa et Si en même temps, là, ça pique. On est d'accord ? Cet intervalle, on l'appelait l'intervalle du triton, l'intervalle du diable au Moyen-Âge. Je suis super instable. J'ai les 2 degrés les plus instables. Mais si je les écoute... Oh, vous avez vu comment ça fait du bien ? Réduire d'un ton donne de l'envie ? Ça veut dire écouter ce que réclament les notes. Un compositeur, c'est quelqu'un qui comprend ce que la note qu'il vient de jouer réclame comme suivante. Je recommence avec le Si. Je vais aller sur le Do. J'ai fait quoi là? J'ai fait un mouvement. Bah tiens, je le continue. Ah, c'est joli ça. Je vais refaire le même mouvement. Oh, encore une fois. Maintenant, je vais descendre. Maintenant, je vais conclure, ok? Mais pas tout de suite. C'est quoi la conclusion? C'est quand Fa et Si vont sur Mi et Do. Mais je vais faire un peu de suspense. Oh. Merci. Oh là 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 là. Merci. Mais Premier acte, la monotonie d'une gamme qui serait dans des intervalles identiques entre chaque note provoquerait de l'incertitude, dit André Manoukian. En revanche, recentrer, retirer un demi-ton à 1 ou 2 notes ici, 2 notes dans notre gamme, permet d'avoir envie de bondir sur la suivante pour pouvoir reprendre de l'élan. À retenir peut-être, c'est un apport que vous accordez avec Elsa Godard dans la première partie de notre journée. Mille merci. On peut attaquer la deuxième partie. Deuxième partie, c'était l'écoute. L'écoute, vraiment, il s'agit de maîtriser les coûts. On est dans une période où il y a de l'inflation, où il y a énormément de volatilité sur les prix. Et pour le chef d'entreprise, s'il veut avoir un peu de visibilité, il faut absolument maîtriser les coûts. Ce qui nous a été dit dans la maîtrise des coûts, en tous les cas dans le témoignage que nous avons eu, c'est 3 choses. D'abord, les coûts ne sont pas identiques partout dans le monde. La géographie peut aider. Si je vais chercher un approvisionnement là où le coût est moins cher ailleurs dans le monde, c'est mon entreprise que je vais préserver. La deuxième chose, c'est la durée, c'est-à-dire le temps, l'histoire. Si je connais les gens, si je connais mon interlocuteur depuis longtemps, je vais pouvoir dialoguer avec lui, je vais pouvoir négocier avec lui un peu plus et avec une meilleure compréhension que si nous nous rencontrons pour la première fois. La troisième chose, c'est pouvoir avoir un écosystème assez élargi, de nouveau, un réseau de femmes et d'hommes avec qui je vais pouvoir négocier mes coûts. Voici les 3 ingrédients. Et en musique, l'écoute... Alors juste, donc, on est sur
L'analogie, consisterait à dire on a des régions qui sont différentes avec des coûts, c'est-à-dire, on va dire, des énergies qui sont différentes. Donc, le manager, lui, connaît l'état de ses forces. On va dire qu'il a cet orchestre, qui est un orchestre mondial maintenant, qui est un orchestre global, dont il connaît les forces et dont il connaît les faiblesses. Les faiblesses, ça va être là, c'est cher, ça va me coûter la peau d'uc, là, c'est ma force puisque c'est moins cher, donc je vais pouvoir jongler avec tout ça. Donc dans un premier temps, il y a, sauf que cette histoire de coût, elle est dans le temps très rapide. Il faut anticiper. Et c'est là que j'en reviens à cette qualité, je dirais, de la personne, du dirigeant qui sait improviser. Ce mot peut être considéré comme péjoratif parfois. Qu'est-ce que tu fais là? T'improvises, genre. Mais en réalité, l'improvisation, c'est quoi? Eh bien, c'est l'anticipation. C'est, aujourd'hui, j'arrive au bureau, je m'aperçois de ce qui se passe en face de moi, parce qu'encore une fois, la bourse, les matières premières, tout ça, c'est au jour le jour que ça se passe. Donc, en plus de ça, pour mon entreprise, moi, j'ai intérêt à anticiper. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'autrefois, tous les musiciens classiques étaient des improvisateurs et que quand on a cessé d'apprendre l'improvisation, on les a transformés en lecteurs des chefs-d'œuvre des autres. On a fait, petite parenthèse, la même chose à l'école au même moment. Fin du 19e siècle, on a cessé d'apprendre la rhétorique. C'est quoi la rhétorique? C'est l'art de s'exprimer. Parce qu'on s'est dit tout d'un coup, il y a la littérature, il y a les grands génies. Vous êtes là pour les étudier et pour les servir. Ça ne sert à plus rien que vous sachiez vous exprimer. Imaginez si Rimbaud et Verlaine n'avaient pas eu des cours de rhétorique. Ça donne quoi? Cyril Hanouna. C'est pas la même chose. Fin de la parenthèse. On a analysé le cerveau d'un pianiste qui joue Chopin par cœur et d'un pianiste, parfois même du même pianiste, il est capable d'improviser sur du jazz. Celui qui joue Chopin, ça mobilise la zone gauche de son cerveau, c'est la zone de la lecture et la zone de la mémoire. Celui qui improvise, c'est la zone droite et le préfrontal. Le préfrontal, c'est la représentation en 3 dimensions, donc cette idée de temps et d'anticiper, et la zone droite, c'est la zone des mathématiques, parce qu'une improvisation, c'est un algorithme de maths. Et je vais vous jouer un tout petit exemple. Un accord, une suite d'accords. Très classique. Ça, c'est les feuilles mortes. Ok, maintenant je vais faire une impro là-dessus. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Si je joue chaque fois les accords comme ils sont, c'est pas très sympa, c'est un peu scolaire. Par contre, si, quand je joue mon accord de Fa, je pense à l'accord de Si bémol qui va suivre, c'est-à-dire que je passe sur des accords différents, mais je les mets dans la même gamme. C'est-à-dire que si je joue la mélodie toute seule, vous ne savez pas qu'il y a tous ces accords qui la constituent. Vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une seule parole. C'est ça, l'anticipation. Si je n'anticipe pas, je fais un truc super chiant. Maintenant, un manager qui arrive et qui voit qu'il a des énergies différentes à droite, à gauche, si tout d'un coup il se met en position, je dirais, d'improvisateur, c'est-à-dire sans flipper de
des coups qui, oh là là, comment je vais faire, mon Dieu, mince, ça a encore changé. Mais simplement, ok, je m'en fous, je vais me débrouiller avec ça, parce que je suis un jazzman, et parce que je sais à peu près m'en sortir, et puis qu'au fond, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Et ces équipes qui disent, ouais, mais tu nous avais dit que, les gars, il faut réagir. On est dans une période de crise, on est tous sur le même truc. Ma parole, c'est pas du béton, les circonstances, elles changent. Et ça, c'est le jazzman qui est à l'écoute, non seulement des autres, mais non seulement d'un accident qui va se passer, mais qui va prendre même l'accident pour rebondir dessus et pour faire un truc qu'il n'aurait jamais fait. Tout d'un coup, je vais jouer une fausse note. Ça, c'est ma gamme. Et admettons que je joue ouïe, ouïe, ouïe. Ça, c'est une fausse note. On est d'accord, vous l'entendez? Mais si je m'en sers de cette fausse note, au contraire, au lieu de l'escamoter, si je fais... D'accord, mais là, on change le produit. Pour le chef d'entreprise, on va changer le produit. Ici, sur un piano, ça peut se faire à la seconde. Pour le chef d'entreprise, c'est changer le produit parce qu'il y a eu une erreur de laquelle on va tirer une certaine construction, ça va demander autre chose. Mais merci beaucoup pour l'exemple. 1000 merci pour l'exemple. Bon, après, il ne faut pas prendre tout ça. Non, bien sûr que oui. Merci beaucoup. Merci, merci. J'ai une question supplémentaire. Civilisation grosso modo européenne, mais si nous allons vers la Perse, par exemple, est-ce qu'on a le même système de notes, le même système d'anticipation? Si je vais vers la Chine, si je vais vers l'Asie, j'ai les mêmes cultures dans l'exploitation des notes? Géographie encore, ça donnerait quoi? Alors, en Asie, en Extrême-Orient, on a, donc je vous ai parlé de notre gamme à 7 notes, avec ces 2 notes qu'on appelait l'intervalle du diable, ces 2 tensions, on les appelle des tensions aussi. Hein. Les Allemands appellent do, mi, sol, do l'accord de l'accord. Excusez-moi, je remonte un petit peu. Hein. Quand vous jouez une note, il y a plein de notes qui sont cachées à l'intérieur de cette note. Si je jouais un do pur, eh ben, c'est le son de l'oscilloscope quand vous êtes à l'hôpital et puis que vous êtes mort. Vous voyez le sinusoïde là qui fait... Voilà, t'es dead. C'est pas beau ce son, il est pur. Un son n'est beau que parce qu'il est une superposition de ce qu'on appelle des harmoniques. Première harmonique du do, c'est le do à l'octave, puis le sol, puis le do, puis le mi, puis le sol. C'est-à-dire que toutes ces notes-là, elles sont dans celle-là. Si je n'aurais exercé, je l'entends. C'est pour ça que la musique de Mozart, elle est géniale, parce qu'il joue que sur l'accord parfait. Ou alors concerto pour clarinette. Et c'est pour ça que quand vous écoutez Mozart, enfin, quand les chèvres écoutent Mozart, elles font plus de lait. C'est parce que c'est naturel. Mozart joue la nature. Jean Seb, lui, jouait Dieu. Et Beethoven joue les hémorroïdes. J'ai mal au cul. Elle m'a quitté, je suis triste, je suis malheureux, etc. Vous voyez? Là, on peut résumer toute l'histoire, ok, de la musique. Jean Seb, Dieu, Mozart, la nature, Beethoven, les hémorroïdes. Bref, revenons à votre question, je me suis perdu. Oui, les Chinois. Les Chinois. L'Asie, l'Extrême-Orient. On n'a plus 7 notes, on a 5 notes. On a viré les 2 notes qui posent problème, le Fa et le Si. On se retrouve avec une gamme qu'on appelle la gamme pentatonique. Penta, 5 en grec. Cette gamme, moi je l'appelle la gamme pudique. On a évacué tout ce qui pose problème, quoi. C'est très Xi Jinping, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le chef d'entreprise peut improviser avec ces 5 notes? Bah oui, mais alors tout d'un coup, ça va être un peu chiant, quoi. Compliqué. Ou alors, c'est serein. C'est toujours la même chose. Ah. D'accord. À la gloire du grand timonier.
le Moyen-Orient, la Ouh, Perse, c'est alors là, différent, c'est différent. alors là, Si on va vers l'Empire ottoman, par exemple, et si on va vers alors, les janissaires. ok, chez nous, en Occident, pour exprimer nos sentiments, nous avons deux gammes. La gamme majeure pour exprimer la joie. Je suis super joyeux. Ok, c'est notre gamme de Do. Et la gamme mineure pour exprimer la tristesse. Vous voyez la différence? C'est juste un tout petit demi-ton, c'est dingue quand même. Là, je passe de la joie à la tristesse. Simplement en ayant diminué la tierce d'un demi-ton. Minimum d'effort, maximum d'effet. Beethoven, quand il s'est fait larguer, il écrit un accord mineur. Si la meuf était restée avec lui, il aurait fait un accord majeur. C'est naze. Elle a bien fait de le quitter, non? On serait passé à côté d'un chef-d'œuvre. Chez nous, on raconte tout avec deux gammes. En Orient, vous savez combien ils ont de gammes pour exprimer leurs sentiments? Je ne sais pas, dites un chiffre. 50! C'est pour ça que c'est toujours le bordel là-bas. 50 nuances de grec. Ça, c'est Jules, pas le rappeur, l'autre. Celle-là, vous la connaissez, elle est dans Pulp Fiction. Ça s'appelle un rébéticone. Il y en a une qui fait comme ça. Il y en a une qui fait... Bon, je ne vais pas vous les jouer toutes les 50. Mais pire qu'en avoir 50, il mélange le majeur et le mineur. Il mélange la tristesse et la joie. Ça fait du mijeur. On ne sait pas où on en est. Exemple, pour aller... Là, je fais une tierce majeure. Normalement, je suis super joyeux. Mais pour aller du do au mi, au lieu de passer par le ré comme on fait nous, il passe par le ré bémol. Vous voyez la différence? Là, je suis super mineur, ça va pas du tout. Et là, je suis majeur. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand ça va pas? Ils appellent ça l'extase de la mélancolie. Et du coup, c'est ça le caractère oriental. Mais c'est pénible. Moi qui suis d'origine orientale, arménienne, c'est waouh, c'est difficile d'être un Arménien, je vous jure. On a du mal à se réjouir. C'est vrai. Quand il vous arrive quelque chose de bien, vous dites, voilà, je suis sûr que j'ai une tuile qui va me tomber sur le coin de la gueule, mais quoi? Là, il y a un Arménien à Marseille qui a mis une annonce dans un journal immobilier. Il a mis « Échange 3000 ans de civilisation contre terrain mieux placé ». C'est la tragédie de mon peuple. Ça, c'est pour l'harmonie, pour la mélodie. Mais pour les rythmes, c'est encore pire. Chez nous, en Occident, grosso modo, on a deux styles de rythme. Les rythmes binaires, carrés, 1, 2, 3, 4, 1, ok. Quand vous avez envie de, voilà, d'attaquer. Enfin bref. Et les rythmes ternaires, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La valse, c'est rond, c'est beaucoup plus cool. Alors ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le jazz, ça se situe entre les deux. Là, si je fais croche pointée double en binaire, ça fait ta 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 ta. Vous avez vu que j'ai une petite préférence pour ce qui va là. Les rythmes ternaires, c'est beaucoup en Afrique. C'est ce qu'on doit, c'est ce que le rythme de jazz doit. Bref, entre ces deux pôles, on s'y retrouve. Vous savez combien ils ont de rythmes en Orient? Autant que de chiffres impairs. Ils ont des rythmes à 5 temps, des rythmes à 7 temps, des rythmes à 9 temps, à 11, à 13, à 15, à 17, à 19, à 21. Mais comment vous faites pour compter une mesure à 11 temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Alors il y a une combine, c'est qu'ils décomposent. Par exemple, pour faire 5 temps, on fait 3 et 2. Vous allez le faire avec moi, vous allez voir. On va taper sur le 1 chaque fois. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2.
Vous avez vu, c'est génial, vous y arrivez tout de suite. C'est fou. Et c'est asymétrique. Et c'est comme le coup des notes faibles tout à l'heure. Du coup, un rythme asymétrique, ça fait quelque chose qui se casse la figure. Et du coup, vous engendrez le mouvement. Et c'est de là que naît la danse. Il n'y a jamais de rythme carré dans la nature. C'est nous, en Occident, on a tout mis carré. Vous avez l'air d'être super doués, on va faire 7 temps maintenant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Et franchement, là, je suis sur les fesses, là. C'est la première fois que toute une salle le fait aussi bien. Alors, il paraît que quand on a le sens du rythme, on est un super coup. Enfin, bref. Comme vous avez l'air d'être des super rythmiques. La dernière fois que j'ai dit ça, il y a un monsieur, il était là au premier rang, sa femme, elle lui dit « Je te jure que t'es un super coup, mais arrête. » Bref. Maintenant, on va faire 9 temps. 1, 2, 1, 2. Non, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Merde, c'est comme 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Super! Vous avez reconnu? Ah oui. Nougaro, mais avant Nougaro, c'est un morceau de Dave Brubeck que Nougaro a repris et qui s'appelait Blue Rondo à la turque. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi Dave Brubeck, pianiste américain, a-t-il appelé ce morceau Blue Rondo à la turque? Eh bien, c'est parce que ces rythmes-là étaient dans tout l'Orient, et tout l'Orient était sous l'Empire ottoman. Et c'est difficile à dire pour un Arménien, mais c'est comme ça qu'on appelle ces rythmes, des rythmes à la turque. Et voilà, 10 ans de psychanalyse et hop là! Alors, là où ça devient sympathique, et ça c'est une des jolies métaphores de la musique, c'est qu'en musique, quand vous entendez un son étranger, un son que vous ne connaissez pas, un son qui vient d'ailleurs, et bien tout de suite, vous avez envie de jouer avec. C'est comme vous êtes comme des gosses. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais entendu ce son-là. Vous dites « Waouh !» Tout d'un coup, dans votre palette sonore, ça va vous inspirer un imaginaire différent. Mozart, Beethoven vivent où? À Vienne, capitale de l'Empire austro-hongrois. Le siège de Vienne, souvent assiégé par des Turcs, ils y sont jamais arrivés. Mais c'est ça qu'on nous apprend à l'école. Le siège de Vienne, il y en a eu 2. À un moment donné, tous les Européens se sont mis ensemble, ils ont débouté l'armée ottomane. Mais ça veut dire quoi que les Ottomans sont près de Vienne? Ça veut dire que quand ils ne se font pas la guerre, ils cohabitent ensemble, ils se mélangent, ils sont voisins, ils s'écoutent. Et voilà qu'un jour, Mozart comme Beethoven entendent une parade militaire ottomane. Et à l'avant-garde, il y a ceux qu'on appelle les janissaires, qui étaient, leur histoire, elle est terrible. C'était un espèce d'impôt sur les chrétiens que les Ottomans allaient chercher le premier-né des familles chrétiennes qui composaient l'Empire ottoman pour les enlever, pour les éduquer, pour en faire des guerriers d'élite. Bref, les janissaires, ce sont les corps d'élite qui se mettent à l'avant-garde et qui jouent des instruments qu'ils ont ramenés de Chine, puisque les Turcs allaient jusqu'en Chine, notamment des gongs et des cymbales. On n'avait jamais entendu ça chez nous. Il faut vraiment... L'art de la cymbale, c'est un art qui depuis longtemps habitait la Chine. Donc du coup, ces cymbales et ces gongs, ça servait à faire peur. Parce que ça faisait un boucan pas possible. Alors les Anglais, ils avaient une technique encore plus terrible. Eux imitaient des cornemuses devant, putain. Ça, c'est horrible. Bref, voilà que Mozart et Beethoven entendent ces cymbales et ces timbales, et eux, ils disent, mais nous, on veut jouer avec ça aussi. C'est génial. Donc, ils vont les incorporer dans leurs orchestres, mais sauf qu'une cymbale et une timbale, mais ça fait tellement de boucans qu'on avait des orchestres de 12, 15 violonistes. On a été obligé de doubler la taille de nos violonistes pour que ça réponde à tout ça. Moralité, si on se retrouve aujourd'hui en Europe avec des orchestres symphoniques de 70 musiciens, c'est grâce aux Turcs. Donc, que fait un musicien quand il entend un nouveau son? Il veut dialoguer avec, il veut jouer avec, il veut s'amuser,
Il veut s'en inspirer. Deuxième exemple, Debussy, Ravel, mes patrons, mes saints patrons. Exposition universelle de Paris, 1890. Qu'est-ce qui se passe à l'exposition universelle de Paris? La France veut montrer la beauté et la richesse de son empire. On fait venir des musiciens d'Asie, d'Extrême-Orient, de toutes les colonies françaises. On avait l'Indochine, on avait le Siam, on avait tout ce que vous voulez. Et voilà que Ravel et Debussy entendent ces gammes, entendent ces modes. Bref, quand ils entendent ça, ils n'avaient jamais entendu ce qu'on appelle des modes, c'est-à-dire tout d'un coup des expressions de gammes différentes, et c'est grâce à ça qu'ils vont augmenter leur musique et qu'ils vont passer du modèle des romantiques viennois, j'ai mal au... Enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez compris que les romantiques, j'aime pas trop ça, mais enfin aussi quand même un petit peu et tout, et à tout d'un coup à s'ouvrir sur le monde. Debussy va même écouter une danse à la mode chez les planteurs français de Louisiane qu'on appelle le cakewalk. Et ça, c'est l'ancêtre du ragtime. Donc, le musicien, sans arrêt, il est à l'écoute du monde, en train d'essayer de choper des sons qu'il n'a pas pour enrichir son vocabulaire et pour enrichir aussi sa syntaxe, quoi. Merci beaucoup. Dernier tableau, André. Dernier tableau, c'était en début d'après-midi. On est dans les temps, là. Tout va bien. De toute façon, vous avez 3-4 heures encore devant vous, parce que je ne vous ai pas parlé encore des Égyptiens, ça c'est important. Le dernier tableau, c'était début d'après-midi, c'était sur l'énergie. Comment maîtriser son énergie et surtout comment la transformer éventuellement. Et la jeune femme industrielle dirigeante nous a expliqué ceci. Elle a dit, vous savez, moi j'ai délégué à 30 personnes cette tâche-là. Je leur ai fait confiance, ils ont travaillé, ils ont un mandat, pouvoir décarboner l'ensemble de l'entreprise d'ici à 2050. Ils ont travaillé ensemble et ils sont arrivés avec un programme 2026, puis ensuite, 2026, 2030, 2050, avec chaque fois un certain nombre d'applications extrêmement pratiques. En musique, y a-t-il des compositions que l'on fait ensemble? Y a-t-il des planifications? Je mets des mots, simplement. Planification, des projets, des tendances, des courants, mais que l'on développe ensemble? Alors, envisageable ou pas? Ce qui se passe en musique par rapport au temps, puisqu'on est sur la planification, c'est que la musique, comment on appelle une mélodie? On dit un air. Or, il n'y a rien de plus volatile qu'un air. Moi, je me souviens, une fois, j'étais sur un remont de pente, ok, tire-fesse, et tout d'un coup, j'ai une mélodie incroyable dans la tête. Oh, je me mets à chercher et je me suis dit, je vais l'oublier si je ne la note pas. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, je regarde, je fouille, je trouve un relevé de carte bleue, là je trouve un stylo, j'enlève les gants, bon, il faut vous dire que je suis un excellent skieur, et je note la mélodie. Et si je ne l'avais pas notée, elle était partie, et j'en ai fait une chanson pour Liane Folly. Tout ça pour vous dire que l'air est volatile, mais en même temps on dit l'air du temps. Pourquoi les compositeurs finalement, ou alors les groupes pop, c'est quand ils ont 20 ans qu'il se passe les plus belles choses, et puis ensuite ils vont décliner ça toute leur vie. C'est ça, dans la carrière d'un musicien, parfois vous en avez qui ont plusieurs phases. Parce que quand on a 20 piges, on est immergé dans l'air du temps, dans ce fluide-là, et que d'une manière inconsciente, on va le traduire.
on ne va pas aller chercher une inspiration dans un premier temps. L'inspiration, on la trouve autour de nous. On a été élevé comme ça, dans une tribu, dans un endroit, dans un quartier, et c'est tout souvent là que vont se passer les choses. Donc ça veut dire que le musicien traduit instantanément l'air de son temps. Maintenant, l'air du temps, combien de temps met-il avant de se sédimenter et d'imprégner toute une société? Il va mettre plus de temps. Ce qui fait que d'une certaine manière, le musicien a joué l'air du temps collectif à venir. Et c'est ainsi que Attali a fait un essai qui interroge, en tout cas moi qui m'a fait un peu méditer. C'était à la demande du patron de Radio France. On est dans les années 80, Attali était déjà cet économiste brillant, et le patron de Radio France lui dit « Est-ce que vous pourriez me faire un parallèle entre la musique et l'économie ?» L'autre se met à réfléchir, et il se dit finalement, quand on analyse la musique de Mozart, c'est quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit, Mozart, c'est la musique de la nature, mais c'était aussi un style qu'on appelait le style galant. Parce qu'avant, on a Jean Seb, notre Dieu à tous. Et Jean Seb, c'est des mathématiques, c'est Dieu, c'est des figures géométriques. Est-ce que c'est une musique qu'on écoute par plaisir? Non. C'est pas du plaisir que vous ressentez quand vous écoutez Jean Seb. Bien sûr que c'est un plaisir, mais c'est une espèce de méditation théologique. Vous voyez des architectures, vous voyez des lignes, vous êtes à la limite de la science et de l'art. C'est tout le génie de Jean Seb. Quand vous voyez une façade de cathédrale gothique, c'est Jean-Sébastien. Mais est-ce que ça vous procure un plaisir futile? Non. C'est quelque chose de grandiose qui vous fait penser qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Maintenant, quand vous écoutez Mozart, c'est super plaisant. C'est léger, c'est subtil, et tout d'un coup, on va appeler ça le style galant. Et le style galant, c'est de la musique très agréable qui va cartonner près d'un siècle plus tard, et on va dire que d'une certaine manière, Mozart joue la musique que la bourgeoisie va aimer au XIXe siècle. Ça va être la musique, donc il va préfigurer la société bourgeoise du XIXe siècle. On va dire que Stravinsky, à la fin du XIXe siècle, joue avec les dissonances. Et tout d'un coup, on va entendre dans la musique de Stravinsky, qui a été écrite à la fin du XIXe siècle, le fracas des deux guerres mondiales du XXe siècle. Dans la musique de Bob Marley, qui a été écrite au XXe siècle, on entend l'Afrique du XXIe siècle qui va non seulement se réveiller, mais qui est porteuse de, je dirais, presque toutes les richesses nécessaires. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est un enjeu. Donc, ça ne veut pas dire que le musicien, c'est un prophète. Ça veut dire qu'encore une fois, le musicien jouant l'air du temps d'une manière instantanée a une toute petite longueur d'avance, où on va dire que c'est la société qui va mettre un certain temps à le comprendre et à l'assimiler. On peut dire presque la même chose avec la chanson. La chanson Les Divorcés, par exemple, de Delpech, elle va précéder de 3 ans la première loi sur le divorce à l'amiable, parce que simplement dans cette chanson, il raconte qu'il est obligé de se déchirer avec sa meuf alors qu'ils s'aiment toujours, qu'ils ont envie de se séparer comme ça d'une manière gentille et tout ça. Il y a plein de chansons comme ça qui vont, je dirais, on va avoir l'impression qu'elles anticipent des choses, mais en réalité, elles le posent tout de suite, parce que la musique est un art d'expression quasiment spontané. Donc, le rapport entre la musique et le temps, il est là. On n'est pas des prophètes, mais pas loin. 300 chefs d'entreprise du DLR. DLR, chez nous, chez eux, c'est distribution, location, réparation. Pour un musicien, ça peut être do, la, ré.
3 notes obligatoires, une impro. La musique du DLR, ça donnerait quoi? Alors, si vous me permettez, donc là vous avez pris les initiales Do. Oui, j'ai pris l'alphabet, on est d'accord. Do, La, Ré, ok. Oui. Alors, figurez-vous que c'est quand même dingue, vous avez eu la même idée que Jean Seb. C'est fou quand même, non? Thierry, Jean Seb, même combat. Non, voilà, l'idée elle est que chez nous, dans les pays latins, en France, en Espagne, dans le sud, on va dire, les notes on les appelle ut, ré, mi, fa, sol, la, si. Vous savez d'où ça vient? Oui. Alors, enfin, oui. Voilà. Et Ça vient de très, très, très loin. Ça vient pas des chants. Alors, des chants pas grégoriens, mais presque ou pas? Il dit ça parce qu'on s'est parlé 1 heure au téléphone il y a 15 jours. Il est bon, hein, vous avez vu? Bullshitter international, on peut l'applaudir s'il vous plaît, mais c'est... En réalité, oui, c'est l'acrostiche d'un cantique de Saint Jean. Voilà. 11e siècle. Ut queant laxis, resonare fibris, mi rare gestorum. Enfin, je ne veux pas vous faire tout le latin, mais en gros, c'est un cantique qui dit, avant de chanter les louanges de Saint Jean, purifie-toi la bouche. En gros, c'est un conseil hygiénique qui veut dire, avant de chanter, lave-toi les dents. Grosso merdo. Mais c'est avec ça qu'on a nommé nos notes, pour vous dire l'influence du religieux sur la musique qui a toujours essayé de catalyser cette énergie musicale qui nous fait faire des trucs de déglingo parfois et tout ça. Les Allemands, beaucoup plus pragmatiques, et les Anglais disent simplement A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ah. Et moi, je me suis dit, tiens, on va partir du Do. Hein, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et DLR. dans ce cas-là, DLR donnerait sur cette grille-là, D, c'est donc A, B, C, D, Fa, R, L, D, c'est Fa, L, I, J, K, L, Mi, Fa, Mi, R, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Do. Donc, D, L, R, Fa, Mi, Do. Voilà. Improvisation sur Fa, Mi, Do. Alors, analyse. Fa, Mi, Do. C'est quoi Fa, Mi? Le fameux demi-ton, le Fa qui dit « je vais aller sur le Mi, je vais aller sur le Mi ». Hein? Donc déjà, on est à l'écoute. Belle tension. C'est pas mal. Tension qui se résout. Hein? Une tension, elle ne vaut que si elle se résout. Et ensuite, Mi, Do. Super. Ça, c'est intervalle de tierces, interdit au Moyen-Âge parce qu'il était jugé trop sensuel. Donc, on a en même temps une écoute, on part d'un degré faible, on rebondit sur une tierce et je me pose sur mes fondamentaux. Voilà. Et c'est le Do qui va tout conclure. Ça veut dire que je me balade et j'atterris sur mes 2 pieds parce que j'ai les outils qu'il faut pour faire ça. OK? Donc, maintenant, on va jouer avec ces notes.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. We will rock you. Super, merci beaucoup. Vous êtes tous des rockers en tout cas. Et votre mélodie, elle est trop jolie. Merci beaucoup. André Manoukian est vraiment exceptionnel. Hervé Rebolo me disait tout à l'heure, juste avant que la séquence ne démarre, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Franchement, je ne le savais pas non plus. Pour une part, oui, mais pour une autre, c'est un artiste et vous l'avez vécu exactement comme moi. Merci beaucoup de la confiance de DLR pour cette séquence. Elle est exceptionnelle à mon avis, elle est magnifique, elle est créative et j'imagine que chacune et chacun d'entre vous avez retiré à la fois du plaisir dans l'instant vécu, mais également peut-être un certain nombre de réflexions extrêmement intéressantes. Pour ma part, je retiendrai uniquement cette petite phrase « pouvoir écouter la différence pour pouvoir m'accorder ». Je trouve ça absolument magnifique. Mais chacune et chacun d'entre vous retiendrez évidemment ce que vous souhaitez. La soirée n'est pas finie, elle ne fait même que commencer. J'ai lu dans votre programme, et Hervé, vous allez me le confirmer, qu'à 19h, les bus seront ici devant, bien sûr, de façon à pouvoir ensuite partir sur l'endroit de votre rendez-vous. Rendez-vous d'exception, comme toujours, les soirées de gala du DLR, et je vous la souhaite excellentissime. On se fait un petit rappel. André, êtes-vous là? André Manoukian! Merci beaucoup.